La station Châtelet, les Halles, à Paris, battaient au rythme frénétique de l'heure de pointe. C était un monstre de béton et de néon froid, un labyrinthe où des milliers de destins se croisaient sans jamais se toucher. Le vacarme était assourdissant, un mélange du crissement des rames de RER sur les rails, des annonces vocales déformées par les haut-parleurs et du brouhaha incessant d'une marée humaine pressée. Dans cet océan d'indifférence, un petit îlot de chaleur semblait défier le chaos. Marion, le visage creusé par une fatigue que seule une mère seule peut connaître, attendait sur le quai, ses deux enfants blottis contre elle. Léo, 7 ans, et Chloé, 5 ans, étaient son univers. Leur rire discret, leurs petites mains agrippées à son manteau simple mais propre, formaient une bulle d'amour fragile au cœur de l'impersonnalité brutale de la métropole parisienne. À quelques mètres de là, appuyée contre un pilier, Sophie observait la scène. Elle était l'antithèse de ce tableau familial. Vêtue d'un tailleur griffé dont la coupe impeccable soulignait une silhouette entretenue avec discipline, elle incarnait la réussite. Ses bijoux, discrets mais d'une valeur évidente, captaient la lumière blafarde des néons. Son visage, encadré par une coiffure parfaite, était une forteresse d'expression contrôlée, presque glaciale. Pourtant, un observateur attentif aurait pu déceler dans son regard une faille, une mélancolie si profonde qu'elle semblait aspirer toute la lumière environnante. À 48 ans, cette avocate d'affaires respectée possédait tout ce que l'argent pouvait offrir, sauf ce qu'elle désirait le plus ardemment. Son regard ne quittait pas les enfants, une fixité qui mêlait un désir douloureux à une détermination terrifiante. Celle d'une femme prête à tout pour combler le vide qui la dévorait. Soudain, Sophie se redressa et, d'un signe de tête discret, fit un pas en avant, suivi par son mari, Philippe. Ils s'approchèrent de la petite famille avec des sourires étudiés, une façade de bienveillance qui sonnait étrangement faux dans ce décor hostile. « Quels magnifiques enfants vous avez !» commença Sophie, sa voix douce contrastant avec la tension palpable dans sa posture. Marion, surprise, resserra instinctivement son étreinte sur ses enfants. Elle se méfiait, mais la politesse l'emporta. Elle répondit brièvement aux questions sur leurs prénoms, leurs âges, tout en gardant une distance protectrice. Philippe s'accroupit pour être à la hauteur de Léo, lui parlant de super-héros avec une familiarité forcée. Chaque mot, chaque compliment était une pièce soigneusement placée sur un échiquier dont Marion ne connaissait pas les règles. Elle sentait un malaise grandir, une alarme silencieuse qui hurlait dans son instinct maternel. Le fracas métallique d'une rame de RER entrant en gare déchira l'air, offrant la diversion parfaite. Le bruit était si intense qu'il semblait faire vibrer le quai. En une fraction de seconde, le piège se referma. Philippe, dans un geste faussement joueur, souleva Léo dans ses bras, tandis que Sophie saisissait fermement la main de Chloé, l'attirant vers les portes ouvertes. « Allez, on monte !» lança-t-elle d'une voix enjouée qui se perdit dans le tumulte. Tout se passa trop vite. Marion, pétrifiée un instant, vit ses enfants être absorbés par la foule qui se pressait dans le wagon. Son cri, un son primal de pure agonie, jaillit de sa gorge, mais il fut étouffé, anéanti par le sifflement des portes se refermant et le grondement du train S éloignant. Le quai se vida, la laissant seule, au milieu d'un silence insupportable. Parfois, la vie bascule en un instant. Et si vous sentez que des histoires comme celle-ci doivent être racontées, votre inscription nous aide énormément à continuer. L'appartement haussmannien du 8e arrondissement était un sanctuaire de silence et d'ordre, un contraste saisissant avec le chaos de la station de métro. Dès que la lourde porte se referma, le bruit du monde extérieur fut effacé, remplacé par le tic-tac discret d'une horloge de grand-père. Sophie guida les enfants à travers un long couloir aux murs blancs, orné d'œuvres d'art abstraites qui leur semblaient froides et menaçantes. Elle leur présenta une chambre remplie de jouets encore dans leurs emballages, des poupées aux yeux de verre et des voitures de course high-tech, une montagne de plastique brillant qui ne suscitait en eux aucune joie. Elle essaya de leur offrir des chocolats fins d'un coffret en velours.
Mais Léo secoua la tête, serrant plus fort la main de sa petite sœur. Ils restaient là, deux petites âmes perdues dans un musée, leurs regards vides reflétant l'immense richesse stérile qui les entourait. Ce désir d'enfant-haine n'était pas né d'un caprice. Il était le fruit d'une décennie de batailles silencieuses et douloureuses, menées dans l'intimité glaciale des cliniques de fertilité. Sophie se souvenait des salles d'attente aseptisées, de l'odeur d'antiseptique qui s'accrochait à ses vêtements de créateur, des visages compatissants mais impuissants des médecins. Chaque échec était une blessure de plus, un rappel cuisant de l'incapacité de son corps à accomplir la seule chose qu'elle désirait vraiment. Philippe, au début solidaire, s'était peu à peu mué en un partenaire de deuil, leur souffrance commune créant un fossé entre eux plutôt qu'un pont. L'appartement était devenu le mausolée de leurs espoirs déçus, chaque pièce vide, hurlant l'absence d'un rire d'enfant. L'enlèvement N n'était pas un plan mûri, mais l'explosion finale d'une douleur trop longtemps contenue. Un acte de pure folie. Les jouets restèrent intacts sur le tapis persan. Chloé, après un long silence tremblant, laissa échapper un premier sanglot, un son fragile qui se transforma rapidement en un appel déchirant. Maman, Léo, bien que terrifié lui-même, enroula ses petits bras autour d'elle, essayant de la consoler avec la gravité d'un vieil homme. « Ça va aller, Chloé, maman va venir », chuchota-t-il, ses propres larmes coulant en silence sur ses joues. Sophie les observait depuis le seuil de la porte, une statue impuissante. Elle avait imaginé ce moment des milliers de fois, elle, consolant un enfant qui pleure, mais la réalité était un miroir cruel. Elle n'était pas la source de leur réconfort, mais la cause de leur détresse. Le son des pleurs de Chloé n'était pas celui d'un caprice, mais celui d'un cœur brisé, et ce son résonnait en elle comme une accusation. Plus tard dans la soirée, le visage de Marion apparut sur l'écran plasma du salon. Sophie avait allumé la télévision par réflexe, cherchant une distraction. Mais le monde qu'elle avait fui la rattrapa violemment. La photo, probablement prise sur un téléphone, montrait une femme au sourire fatigué mais lumineux. Le bandeau d'information déroulait les détails. Enlèvement de 2 enfants à Châtelet. Le reportage montrait des images de surveillance floues, puis un appel à témoins avec le visage de Marion, désormais déformé par l'angoisse. Sophie sentit le sol se dérober sous ses pieds. Son acte insensé avait un nom, un visage, une réalité publique. Elle coupa le son, mais l'image de cette mère en pleurs resta gravée sur sa rétine. C'est dans ces moments que l'on comprend à quel point une vie peut être fragile. Et si vous pensez que ces récits méritent d'être entendus, votre abonnement est le soutien qui nous permet de continuer. Philippe rentra tard, le visage fermé. Il n'y avait aucune trace d'euphorie dans son attitude, seulement une froide détermination. Pour lui, la partie émotionnelle était terminée. La phase logistique commençait. « J'ai contacté des gens. On peut partir pour l'Argentine d'ici 48 heures. Nouveau nom, nouvelle vie. » annonça-t-il d'un ton neutre, comme s'il discutait d'une fusion d'entreprises. Il regarda à peine les enfants, endormis épuisement sur le canapé. Ils en étaient les plus des êtres humains, mais des complications, des bagages à gérer. Sophie réalisa avec une clarté effrayante qu'ils n'avaient pas partagé le même rêve. Elle avait voulu une famille. Il avait voulu une solution à un problème, une façon de combler un vide dans leur tableau de réussite sociale. Elle était seule dans son crime, et encore plus seule dans le tourbillon de ses émotions contradictoires. Le véritable tournant survint au milieu de la nuit. Réveillée par un bruit, Sophie se leva et suivit le son jusqu'à la chambre des enfants. Chloé pleurait de nouveau dans son sommeil, agitée par des cauchemars. Léo, assis à côté d'elle, dans le lit trop grand, lui caressait maladroitement les cheveux. Puis, d'une voix fluette et hésitante, il se mit à chanter. C était une berceuse simple, aux paroles enfantines, une mélodie que leur mère devait leur chanter tous les soirs. Le son pur et innocent de sa voix flottait dans l'appartement silencieux, une bulle d'amour pur et inconditionnel au milieu de ce décor froid et impersonnel. Cette chanson n'était pas seulement une mélodie, c'était l'arme la plus puissante qui soit.
un fragment de leur monde, un rappel de tout ce que Sophie venait de détruire. À l'écoute de cette berceuse, quelque chose en Sophie se brisa définitivement. La façade de l'avocate brillante, de la femme qui obtenait tout ce qu'elle voulait, s'effondra pour révéler une femme rongée par le chagrin et la culpabilité. Elle s'adossa contre le mur du couloir, glissant jusqu'au sol, les larmes coulant sans bruit sur son visage. Elle ne voyait plus les enfants comme un remède à sa douleur, mais comme les victimes d'un acte monstrueux. Elle revit le quai de la gare, le visage horrifié de Marion, son cri muet. Elle comprit qu'elle n'avait pas seulement volé 2 enfants à leur mère, elle avait arraché le cœur d'une famille, détruit un amour si simple et si profond qu'il pouvait tenir dans quelques notes de musique. Le poids de son crime, elle écrasa, la laissant vide et anéantie, dépouillée de toutes ses justifications. Elle resta là, dans le couloir sombre, pendant ce qui lui parut une éternité, écoutant la voix de Léo S. éteindre peu à peu, tandis que Chloé se calmait. Pour la première fois, elle ne pensait plus à son propre vide, mais au leur. Elle imaginait leur petite chambre, leurs jouets usés mais aimés, la chaleur du corps de leur mère contre eux. Elle avait cru pouvoir remplacer tout cela par de l'argent et du confort, mais elle comprenait maintenant son erreur monumentale. L'amour-haine n'était pas un bien que l'on pouvait acquérir. C était un lien, un héritage, une berceuse chantée dans la nuit. Une prise de conscience douloureuse émergea des décombres de son désespoir. Garder ses enfants ne la guérirait pas. Cela ne ferait que détruire 3 autres vies. On se perd parfois en cherchant à se trouver. Et si mon histoire résonne en vous, sachez que vous inscrire à la chaîne m'aide à partager d'autres chemins de vie. Pendant ce temps, au 36 quai des Orfèvres, le commissaire divisionnaire Vincent Delcourt étudiait le dossier. C était un homme d'une 50aine d'années, dont le regard là avait vu le pire de la nature humaine. Il écarta rapidement la thèse de la rançon ou du règlement de compte. Le profil de Marion, une mère courage luttant seule, ne correspondait pas. En visionnant les images de la station pour la 10e fois, il s'attarda sur le couple d'agresseurs. Ils étaient bien habillés, calmes, presque chirurgicaux dans leurs gestes. Ce N n'était pas l'œuvre d'impulsifs. C était quelque chose de personnel, de profondément tordu. Delcourt sentait l'odeur du désespoir derrière cet acte. Il savait que ce genre d'affaires ne se résolvait pas avec des indices, mais en comprenant la blessure qui avait poussé quelqu'un à commettre l'irréparable. Le lendemain matin, une nouvelle routine, étrange et forcée, tenta de s'installer. Sophie prépara des crêpes, essayant d'afficher un sourire qui ne trompa personne. Les enfants mangèrent en silence, leurs yeux fixés sur leurs assiettes. Léo agissait comme le gardien de sa sœur, répondant aux questions de Sophie par des hochements de tête brefs et méfiants. Il refusait de la regarder dans les yeux. Chloé, quant à elle, ne quittait pas un petit lapin en peluche élimée qu'elle avait réussi à garder dans la poche de son manteau. Cet objet modeste était devenu son ancre, un talisman la reliant à sa vie d'avant. L'appartement, avec ses plafonds hauts et ses meubles design, elle n'était qu'une cage dorée. Chaque tentative de Sophie pour créer un semblant de normalité ne faisait que souligner l'artificialité et la cruauté de la situation. La pression de Philippe devenait insoutenable. Il avait tout arrangé, des billets d'avion, un contact sur place, une somme d'argent considérable en liquide. « Il faut partir ce soir, Sophie. Chaque heure que nous passons ici est un risque de plus. » martelait-il, sa voix basse et urgente. Il ne montrait aucune empathie pour le dilemme moral qui la déchirait. Pour lui, la seule erreur avait été de se faire filmer par les caméras. Il parlait de nouveau départ. Mais Sophie comprenait qu'il s'agissait d'une fuite. Fuir la police, fuir leur passé, fuir les conséquences. Elle se sentait prise au piège entre la peur de la prison et l'horreur de continuer à vivre ce mensonge. Leur couple, autrefois uni par un désir commun, était maintenant fracturé par la réalité de leur crime. Ce soir-là, Chloé commença à tousser, ses joues devenant fiévreuses. Prise de panique, Sophie chercha un thermomètre dans sa pharmacie parfaitement organisée. La petite fille frissonnait, murmurant le nom de sa mère dans un demi-sommeil. Sophie lui posa une compresse fraîche sur le front, son geste d'une tendresse infinie.
Pendant un instant, l'illusion fut parfaite. Elle était une mère soignant son enfant malade. Une vague de chaleur et d'amour l'envahit, si puissante qu'elle en eut le souffle coupé. Mais cette sensation fut immédiatement suivie par une culpabilité si violente qu'elle la fit reculer. Ce haine n'était pas son rôle. Ce haine n'était pas son enfant. Elle volait même l'inquiétude et la tendresse d'une autre femme. Était la profanation ultime, le dernier clou planté dans le cercueil de son âme. La fièvre de Chloé fut le catalyseur, la dernière pièce du puzzle de sa conscience brisée. En la regardant trembler dans son sommeil, Sophie comprit avec une lucidité glaciale qu'elle n'était pas une sauveuse, mais un poison. Chaque tentative de tendresse était une profanation. Chaque soin prodiguait un vol. Elle n'était pas en train de construire une famille, mais de démanteler le âme de deux enfants innocents. Le rêve qui l'avait conduite à commettre l'irréparable se dissipa, remplacé par la vision insoutenable de la réalité. Elle était le monstre de leur cauchemar. La douleur de son propre vide lui parut soudain insignifiante face à la souffrance qu'elle leur infligeait. Une décision s'imposa, non pas comme un choix, mais comme la seule issue possible. Elle ne pouvait pas leur rendre leur mère, mais elle pouvait leur rendre leur vie. L'amour, réalisa-t-elle, haine, était pas de garder, mais de laisser partir, même si cela signifiait sa propre destruction. Au petit matin, alors que Paris dormait encore sous un ciel gris perle, Sophie se dirigea vers le téléphone. Ses mains ne tremblaient plus. Une étrange sérénité, celle qui suit les grandes tempêtes intérieures, l'habitait. Elle composa le numéro d'urgence, le cœur battant à un rythme lent et régulier. Lorsqu'une voix fatiguée répondit, Sophie parla d'un ton méconnaissable, bas et presque mécanique, pour masquer son identité. Elle ne donna ni nom, ni explication, ni excuse, juste les faits. Les enfants de Châtelet, jardin du Luxembourg, près du Grand Bassin. Ils sont en sécurité. Venez vite. Chaque mot était une pierre qu'elle retirait de sa poitrine. Après avoir raccroché, elle resta un instant immobile, le combiné froid contre sa joue. Était fait. Le mécanisme du retour était enclenché, et elle n'était plus qu'un fantôme dans cette histoire, une observatrice de la correction qu'elle venait elle-même d'orchestrer. Elle réveilla doucement les enfants, leur murmurant qu'ils allaient faire une promenade matinale surprise. Léo la regarda avec ses yeux graves, une méfiance qui lui transperça le cœur, mais il prit la main de sa sœur sans un mot. Elle les habilla chaudement, zippant leurs manteaux avec des gestes devenus presque sacrés. Le trajet en taxi fut silencieux. Arrivée aux grilles du jardin, elle les guida jusqu'à un banc de pierre isolé, face au bassin où flottaient quelques voiliers miniatures endormis. « Attendez-moi ici, je reviens tout de suite », mentit-elle, la gorge nouée. Chloé, épuisée, était déjà assoupie contre son frère. Sophie s'agenouilla devant eux. Elle déposa un baiser léger, presque immatériel, sur le front de chacun. Était un adieu, un acte de contrition silencieux, le seul geste maternel qu'elle s'autorisait, un geste volé qui scellait à la fois son crime et son repentir. Cachée derrière un marronnier centenaire, elle attendit. L'attente fut une torture et une libération. Elle vit d'abord les gyrophares silencieux, puis les silhouettes sombres des policiers s'approchant avec une précaution infinie. Et enfin, elle la vit, Marion. Elle sortit d'une voiture, courant à en perdre haleine, son visage un masque de terreur et d'espoir. Le moment où son regard se posa sur ses enfants endormis sur le banc fut une déflagration silencieuse. Un cri qui n'était pas un son, mais une pure émotion échappa d'elle. Elle tomba à genoux, les bras grands ouverts, et les serra contre elle avec une force désespérée. Les sanglots de Marion, des sanglots de soulagement, de douleur et d'amour absolu, résonnèrent dans le calme du matin. Sophie assista à cette scène, les larmes coulant sur son propre visage. Elle voyait là l'amour véritable, celui qu'elle avait voulu posséder et qu'elle comprenait enfin. La scène des retrouvailles se figea dans sa mémoire comme un tableau sacré. Elle avait détruit et elle avait réparé, laissant une cicatrice indélébile sur 3 vies, y compris la sienne.
Alors que les policiers formaient un cordon protecteur autour de la famille réunie, Sophie se détourna. Elle n'avait plus rien à faire ici. Son rôle était terminé. Elle quitta le jardin, marchant d'un pas régulier, sans se retourner. Elle ne fuyait plus. Chaque pas la menait vers les conséquences de ses actes. Elle passa devant un commissariat de quartier, s'arrêta un instant devant la porte vitrée, puis la poussa. Le visage de l'officier de service se leva vers elle, interrogateur. Sophie le regarda droit dans les yeux. Son calme désarmant. « C'est moi », dit-elle simplement, sa voix claire et sans la moindre trace de peur. « C'est moi que vous cherchez pour l'enlèvement des enfants. Parfois, le plus grand courage est d'accepter qui l'on est. Et si vous croyez au pouvoir de la rédemption, votre soutien nous permet de continuer à partager ces histoires. » Le procès de Sophie fut une affaire discrète, loin du cirque médiatique que certains attendaient. Son repentir était si palpable, sa coopération si totale, que le récit de sa douleur et de son égarement toucha même le procureur. Elle ne chercha aucune excuse, ne plaida aucune circonstance atténuante, acceptant la pleine mesure de son crime avec une dignité stoïque. Philippe, lui, était volatilisé. Un fantôme qui avait choisi l'exil plutôt que la justice, la laissant seule face aux décombres de leur vie commune. Sa peine, bien qu'inévitable, fut allégée par la reconnaissance de son trouble profond et de son acte final de restitution. En prison, loin du luxe stérile de son ancienne vie, Sophie commença à se reconstruire, non pas en oubliant, mais en intégrant la douleur de son passé comme la fondation d'un avenir qu'elle se devait de rendre significatif. Dès sa libération, Sophie orchestra la dissolution de son ancienne identité avec la même précision qu'elle avait autrefois appliquée à ses dossiers d'affaires. L'appartement haussmannien, les œuvres d'art, les bijoux, tout fut vendu. Chaque objet, autrefois symbole de réussite, devint une brique pour son nouveau projet. Avec la totalité de sa fortune, elle créa la Fondation Le Pont des Mères, une organisation dédiée à offrir un soutien juridique, financier et psychologique aux mères célibataires en situation de précarité. Ce haine n'était pas un acte de charité destiné à laver sa conscience aux yeux du monde, mais une mission de vie menée dans l'ombre. Elle travaillait sans relâche, utilisant son intelligence redoutable non plus pour gagner des procès, mais pour construire des filets de sécurité pour des femmes comme Marion, pour que plus jamais le désespoir ne pousse une mère au bord du gouffre. Marion et ses enfants furent les premiers à traverser ce pont qu'elle avait construit. La Fondation leur offrit bien plus qu'une aide financière. Elle leur rendit leur dignité et leur avenir. Ils emménagèrent dans un appartement lumineux et sécurisé, un havre de paix où les cauchemars de Châtelet commencèrent enfin à s'estomper. Léo et Chloé furent inscrits dans une excellente école, bénéficiant d'un suivi pour les aider à surmonter le traumatisme. Libérée du fardeau constant de la survie, Marion put enfin respirer. Elle reprit des études, se forma pour devenir assistante sociale, animée par le désir de rendre l'aide qu'elle avait reçue. Elle devint rapidement un pilier au sein de la Fondation, sa propre expérience lui conférant une empathie et une force qui inspiraient toutes les autres femmes. Sa vie-haine était plus définie par ce qu'elle avait perdu, mais par tout ce qu'elle avait réussi à reconstruire. 5 ans plus tard, lors de l'inauguration d'une crèche financée par la Fondation dans un quartier populaire de Paris, l'air était rempli de rires d'enfants. Marion, devenue directrice de l'antenne locale, supervisait, elle, événements avec une assurance tranquille. Léo et Chloé, désormais préadolescents vifs et épanouis, jouaient au ballon avec d'autres enfants. Sophie arriva discrètement, vêtue simplement, son visage apaisé portant les marques d'une paix chèrement acquise. Leurs regards se croisèrent à travers la cour de récréation. Il n'y eut pas de mots, juste un hochement de tête silencieux, une reconnaissance mutuelle qui transcendait le pardon. Le cycle de la douleur avait engendré un héritage d'espoir. C'est en transformant nos plus grandes failles que l'on trouve parfois notre véritable force. Et si vous croyez que ces témoignages de résilience méritent d'être partagés, votre abonnement nous donne les moyens de continuer à le faire.